Et Salut. merci d'avoir répondu favorablement à notre demande d'interview pour Santé Inside. Bah, avec plaisir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, je suis très honoré. Et, Je ne suis personne, donc ça m'honore d'être avec vous, bien au contraire. ben, c'est un plaisir partagé. Donc, tout d'abord, pour commencer, on va poser la question de base en ces temps un peu compliqués. Comment ça va, toi? Comment s'est passé ton confinement d'un point de vue personnel, tout d'abord? Bah moi ça va bien. J'ai eu beaucoup de chance parce que les journalistes ont continué à travailler, hein. C'est vrai qu'on a souvent signalé les personnels de santé et il faut les remercier, les saluer leur travail. Puis on a aussi signalé ce qu'on appelait la seconde ligne, les transporteurs, les caissières, les journalistes aussi étaient sur le terrain. Moi j'ai beaucoup de collègues qui ont continué à travailler, qui se sont exposés d'une certaine manière pour informer les gens du mieux qu'on pouvait. Donc voilà, quand on fait du journalisme, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs gammes. Parfois, on est en studio, tranquillement, au chaud, et puis parfois, on est sur le terrain à faire des micro-trottoirs dans des quartiers difficiles, dans des quartiers très touchés par le coronavirus. Donc, je pense qu'il faut saluer le travail aussi de ceux qui ont continué à informer la France pendant cette période. C'est clair et c'est bien de le noter. Et du coup, tu as un peu commencé à répondre à la deuxième question que je voulais te poser. D'un point de vue professionnel, voilà, on sait que le monde du foot est à l'arrêt. Est-ce que ce confinement, au final, pour vous, journaliste sportif, il vous a pas recentré sur le métier de base, c'est-à-dire le journalisme généraliste, si je puis dire? Parce que je Ouais, sais. ouais, si, c'est clairement le cas. Alors oui, pour compléter ma première réponse, donc globalement pour moi, ça s'est bien passé. J'ai pas de chance parce que ma femme est colombienne et elle était en Colombie au début du confinement. Donc résultat, on est séparés depuis le début de cette histoire, ce qui est pas très pratique, mais bon, j'espère que ça va toucher à sa fin rapidement. Et effectivement, pour ce qui est du travail de journaliste, beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de rédactions, c'est valable à RMC, mais c'est valable dans beaucoup de rédactions, beaucoup de journalistes sportifs ont été redispatchés vers l'IG, l'information généraliste, comme tu disais. Donc, ça nous a fait retrouver, ou pour certains trouver, un espèce de retour aux sources. Je pense qu'on a rappelé aux gens et on s'est rappelé à nous-mêmes que dans journaliste sportif, il y avait d'abord journaliste. Et c'était très intéressant. Mais personnellement, moi, j'ai commencé ma carrière par de l'information généraliste. Donc, c'était pas une découverte, mais ça fait du bien une fois de temps en temps de revenir à ça parce que le monde du football, le football est un sport merveilleux. Les publics de foot, les stades sont des endroits merveilleux. Les interlocuteurs dans le football sont pas toujours les personnes les plus enrichissantes qu'on rencontre. Alors, quand on fait un peu d'IG, on rencontre parfois des gens un petit peu plus stimulants intellectuellement. C'est clair. Bah, c'est bien, c'est un petit retour aux sources, entre guillemets. Et Ouais. même si on a pu t'entendre pendant ce confinement sur l'after notamment et sur plusieurs émissions de foot. Alors, même si tu es largement connu parmi les Stéphanos, si je puis dire, est-ce que tu peux nous parler et nous rappeler un peu ton parcours? Voilà, on sait qu'on on l'a évoqué, tu es chez RMC maintenant. Comment t'en es arrivé là? Quelles ont été les différentes étapes de ta carrière? J'ai commencé, en fait, au début, je n'étais pas spécialement destiné au journalisme. Je voulais faire de la cuisine, qui reste une passion à part entière chez moi. Et puis quand j'ai fait les fameux stages quand on finit son cursus collège-lycée, là, je me suis rendu compte que c'était quand même un boulot où on bossait à contrario des autres. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça un jour, mais pas tout de suite. Et puis du coup, j'ai cherché autre chose. Bah, j'avais cette passion pour le foot. J'ai fait une école de journalisme et en fait, ça a été une découverte énorme parce que à peine avais-je fait les 6 premiers mois que je me suis tout de suite dit que je voulais rien faire d'autre dans ma vie que du journalisme, ou en tout cas dans la première moitié de ma vie. Je garde en tête la restauration pour plus tard. Voilà, à la sortie de cette école, les 3 premiers de notre promo avaient la garantie, parce qu'on avait parmi nos, nos enseignants, on avait le rédacteur en chef d'Europe 2. Ça ne rajeunit personne d'utiliser le terme Europe 2, Virgin Radio aujourd'hui.
qui nous promettait pour voilà, aux 3 majors de promo un contrat. Donc j'ai commencé à travailler pour Europe 2 à Amiens en Picardie. Et puis après 2 ans là-bas, où j'étais matinalier, ce qui n'est pas vraiment mon rythme biologique, je suis plutôt un couche-tard lève-tard qu'un couche-tôt lève-tôt. Et ben, il y a une radio à Saint-Étienne qui s'appelle Active Radio qui cherchait un commentateur. Donc j'ai postulé, ils m'ont pris. Pendant 1 an, j'ai continué à faire la matinale pour Europe 2 Amiens et les week-ends, je partais à Saint-Étienne pour commenter les matchs. Donc ça a fait un sacré rythme et puis cette radio, Active Radio, a grossi et a eu besoin d'un journaliste aussi en semaine. Donc j'ai quitté Europe 2 pour rejoindre à plein temps Active Radio. Ça a été une aventure formidable parce que j'avais deux patrons qui s'appellent Maxence Bertholon et Romain Mazodier, qui sont des gens passionnés, des gens qui vous inspirent parce que c'est des patrons, mais ils sont pas patrons dans une autorité, ils sont patrons en donnant l'exemple. Et j'ai vraiment appris énormément de choses auprès de ces 2 personnes. Et puis dans cette radio, j'ai quand même passé 9 ans et demi de ma vie. Voilà, qui m'a beaucoup donné. Pendant ces 9 ans et demi, alors que je suis un fan de l'AS Saint-Étienne, j'ai commenté tous les matchs de Saint-Étienne, j'en ai manqué aucun, toujours sur place, à l'extérieur. Alors, au début, on trichait un peu. Au début, il n'y avait pas les moyens, on trichait un peu, mais ça a duré 1 an. Certains matchs à l'extérieur, on les faisait en studio avec un espèce de bed sonore un peu ridicule. C'était plus marrant qu'autre chose. Et voilà, j'ai passé vraiment des années extraordinaires. Je fais tous les matchs à domicile, à l'extérieur. Je vous dis, j'en ai raté un seul parce que je m'étais cassé la jambe. Un match à Nancy que j'ai commenté en studio avec la jambe dans le plâtre. Mais sinon, j'ai fait tous les matchs de synthé pendant 9 ans et demi. C'était merveilleux. Je suis allé. Pour nous, c'était un enjeu important de faire les matchs, les tours préliminaires d'Europa League parce que c'est des matchs qui n'étaient pas diffusés à la télé et que les grandes chaînes comme RMC, Europe 1 ne couvraient pas. Donc, aller faire des déplacements en Moldavie, en Norvège, en Israël, voilà, j'ai vraiment vécu des moments géniaux. Donc, avec cette radio et puis aussi avec le staff de l'époque, parce que quand Christophe Galtier est arrivé, j'étais actif depuis quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, peut-être 1 an ou 2. Et finalement, on est parti en même temps avec Galtier et on a lui a quitté l'AS Saint-Étienne et moi Active à peu près à la même période. Et ça a été une chouette relation parce que c'est une bonne personne. Et je te parlais du match en Moldavie. Je me souviens que voilà, on était le seul média. J'étais collé sur une espèce de simili-tribune presse à l'arrière du banc. Et le match se termine. On avait gagné 3-0 là-bas, ou 4-0. Et j'interpelle Galtier, quoi. Et on a fait un truc qu'aucune radio pourrait faire dans d'autres circonstances qu'au fin fond de la Moldavie avec une radio locale. C'est-à-dire qu'il était parti pour rejoindre le vestiaire, il a fait demi-tour et il est venu répondre à nos questions, à celles des auditeurs pendant peut-être 10 minutes, quoi. Voilà. Donc voilà, il y a eu vraiment des chouettes moments. J'ai eu la chance de vivre la période européenne de Saint-Étienne, puisqu'on a joué quand même 7 Coupes d'Europe sur ces 10 dernières années. Et donc, j'ai commencé ensuite à réfléchir à bouger. À l'époque, RMC avait eu les droits de la Première Ligue. J'avais postulé pour ça, pour RMC Sport, la télé payante, pour les droits de la Première Ligue. Au début, j'avais été retenu. Ils devaient prendre une 50aine de journalistes, puis ils en ont pris 35. Et là, je ne faisais plus partie du contingent. Mais Jalil Benani, qui est la personne en charge du recrutement à RMC, m'a rappelé en me disant « Ouais, ton profil radio nous plaît bien quand même, ça ne te dirait pas de venir faire des piges à droite à gauche ?» Donc, pendant 6 mois, 1 an, un peu dans le dos d'Active Radio, dès que j'avais un jour de repos, j'allais faire une journée de pige à Paris. C'était relativement fatigant. Je prenais des semaines de vacances pour aller travailler à RMC avec un pseudonyme pour pas me faire gauler. Voilà. Et assez rapidement, RMC m'a proposé de venir en pige régulière, c'est-à-dire il me garantissait, je crois, 15 piges par mois, ce qui te permet à peu près de te faire un début de salaire. Je commentais quelques matchs sur Canal+, donc ça complétait. Et c'était l'année où Saint-Étienne a joué contre Manchester en Europa League. En Europa League.
Et voilà, j'ai jonglé un peu avec Active Radio, avec RMC pour être sûr de faire ce match. C'est-à-dire, j'ai dit à Active Radio, ouais, bah, je vais vous quitter, j'ai trouvé autre chose. Voilà. Mais je vous quitterai fin mars, si ça ne vous dérange pas, pour pouvoir être sûr d'aller à Old Trafford et de faire ce match-là. Voilà. Puis après, ça s'est enchaîné rapidement. RMC m'a proposé un CDI. Donc, c'était en 2017, au 5 juin 2017, je crois. Et voilà. Et puis depuis, je travaille à RMC, où je fais principalement du commentaire, ce qui est ma passion première, et puis un peu de présentation d'émissions, un peu de reportage. Voilà, c'est une boîte où on fait beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses. Ok, super intéressant. On sait tous que RMC, c'est effectivement une énorme maison de presse, d'information. Tu nous l'as très bien dit, tu as vécu des super moments chez Active. Euh, Qu'est-ce qui différencie les deux radios? On se doute forcément que RMC, à son échelle, a des moyens beaucoup plus importants, des structures beaucoup plus impressionnantes. Donc, voilà, si tu pouvais un peu nous comparer les deux maisons, ce qui t'a frappé comme différence. Bah, la première différence, c'est que quand tu appelles un acteur du monde du foot et que tu lui dis bonjour, je suis Timothée Mémon d'Active Radio, ou alors bonjour, je suis Timothée Mémon d'RMC Sport, là, tu sens que la concentration et l'intérêt de ton interlocuteur n'est pas le même. Ouais. C'est pas faire offense à Active Radio, mais c'est comme ça, c'est le jeu qui est comme ça. Donc il y a ça, il y a le suivi de très très grands matchs, quoi. J'ai quand même eu la chance d'être présent pour les 2 dernières finales de Ligue des Champions. Donc, j'étais à Kiev et j'étais à Madrid. J'ai commenté la dernière finale d'Europa League. J'étais à la Coupe du Monde en 2018 à Sochi, au suivi du Brésil. Euh, donc forcément, tu te mets à couvrir des événements majeurs, chose que j'aurais pas pu faire avec Active Radio. Mais en fait, c'est deux choses différentes. C'est deux très très belles boîtes à leurs échelles respectives, en fait. C'est pas comparable parce que l'une est nationale, l'autre est locale. C'est pas parce qu'il y en a une qui est locale qu'elle est moins méritante que celle qui est nationale, parce que Active, c'est vraiment une belle boîte. C'est vraiment deux passionnés qui sont partis de rien et qui aujourd'hui sont à la tête de la radio leader sur un département qui est celui de la Loire. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Euh, j'ai vécu, voilà, depuis que je suis RMC, j'ai vécu des trucs de dingue. Moi, j'aime Liverpool. J'ai fait quart finale aller-retour Liverpool-Manchester, Manchester-Liverpool. L'année dernière, un peu par hasard, je me suis retrouvé à suivre l'Ajax Amsterdam à partir des huitièmes et je les ai suivis jusqu'au bout de leur aventure, donc jusqu'en demi. C'est quand même l'équipe dont on parlait, et voilà. Et mine de rien, être régulièrement avec les joueurs francophones et tout, tu passes des moments qui sont sympas. Et quand un joueur voit un journaliste plusieurs fois, ça devient pas son pote. Et puis moi, je suis pas du tout dans cette optique de copinage. Mais les relations se détendent un peu, elles sont pas les mêmes. L'année dernière, j'ai interviewé Jürgen Klopp la veille de la finale de Ligue des Champions. C'est des choses, c'est des trucs de dingue. Après, je me souviens très bien que quand je réfléchissais à savoir si c'était le bon moment pour moi de partir d'Active Radio, j'ai un confrère, Bernard Lyons, pour ne pas le citer, alors que tout le monde me disait génial, RMC, génial, génial. Il m'a dit pèse bien ce que ça représente de travailler sur ton club de cœur et d'être à tous les matchs de ton club de cœur. Ça m'a pas empêché de partir à RMC, mais c'est vrai que ça fait évoluer un petit peu ma réflexion. Rien ne me manque, j'ai pas de regrets, je suis très heureux d'être arrivé à RMC. Et, voilà, même si je suis pas parisien et que je suis obligé d'y vivre et que c'est pas forcément la panacée pour moi, mais voilà, c'est deux choses différentes. Je fais des trucs de dingue à RMC, des déplacements, des matchs incroyables. Euh, je dois quand même avouer qu'une fois de temps en temps, quand un match de Saint-Étienne commence et que je dois le regarder sur ma tablette, dans un train ou à la télé, à la rédaction, voilà, j'aimerais y être. J'aimerais y être. Mais après, est-ce que j'aimerais y être en tribune de presse avec Active Radio? Je sais pas. Je m'aperçois que quand je retourne à Geoffroy Guichard, ce que je fais régulièrement, des fois ça m'arrive d'y être pour commenter pour RMC, mais quand je suis sur mon temps libre, j'ai quand même
beaucoup de plaisir à y aller, soit avec mes parents en latéral, soit dans le COP Nord avec mon frère. À chaque fois que je peux le faire, je le fais en tout cas. Ok, bon, c'est super intéressant. Comme tu as dit, RMC t'offre peut-être plus de possibilités de côtoyer de plus grands événements que ce qu'Active pouvait t'offrir. Donc, ma quatrième question, euh, c'est une question, je pense, que moi je me suis posée et que bon nombre de supporters des Verts se sont posés à un moment ou un autre. Euh, donc, c'est un secret pour personne, tu es fervent supporter des Verts. Tu as été chez Active, donc qui est une radio locale, où je me dis que c'est peut-être plus facile de laisser passer ses émotions de supporter, puisque voilà, tu es écouté majoritairement par des Stéphanois. Est-ce qu'être à RMC dans une maison beaucoup plus impartiale, si je puis dire, ça te pousse pas à être plus mesuré, plus voilà, à être plus restreint dans tes commentaires? Moi, je sais que je t'ai écouté, tu as commenté le derby là, le 6 octobre dernier quand Beric marque. On sent que tu exploses, que tu as envie d'exploser et que tu aurais peut-être plus explosé, exprimé plus d'émotions si tu avais été chez Active. Ben, Est-ce si que, j'avais été chez Active, j'aurais toujours pas retrouvé ma voix après ce voilà. derby. Donc, C'est une évidence. est-ce que Mais, c'est mais voilà, après, c'est deux structures différentes. Active se revendiquait radio, voilà, on n'était pas radio officielle de l'AS Saint-Étienne parce qu'il y a des enjeux financiers et que ça n'intéressait pas la rédaction, c'est pas intéressant d'ailleurs. Mais c'est la radio officielle des supporters de l'AS Saint-Étienne. Et ça? oui, c'était une radio partisane, il n'y a pas de doute, et je laissais libre cours effectivement à mon côté supporter et partisan. RMC est une radio nationale, il faut s'adapter. C'est aussi ça, être journaliste, c'est être impartial quand il faut l'être. J'essaye de l'être le plus possible. Il m'est arrivé de commenter des matchs de Lyon, la qualification de Lyon à Kiev. Je sais qu'il y a des gens qui sont amoureux de leur club derrière la radio et que ces gens-là ont le droit de vibrer sur l'égalisation de Fekir qui qualifie l'OL. Donc il faut faire le job. Je dis pas, voilà, on est sur un podcast stéphanois, je dis pas que je le fais avec la même véracité de sentiment, bien évidemment que non. Voilà, quand je commente un match de synthé, c'est toujours particulier. Sur le match du derby dont tu parles, le but de Berit, c'est marrant parce que donc j'étais au co-commentaire avec Jeannot Rességuier Ouais, c'est gay, ouais. et Jeannot commente le but parce que enfin, on définit un peu les postes sur ce genre de match-là. Il y a un commentateur numéro 1 et une loupe. Moi, j'étais la loupe. Le commentateur numéro 1 décrit les actions et la loupe va venir apporter une petite analyse. La loupe, elle est chargée de regarder le comportement des coachs, les changements à venir, ce qui peut se passer dans le public. Voilà, c'est un peu. Un peu Pardon? comme ce qui se fait à la télé, par exemple, avec Margoton et Dugarry à l'époque. Oui, sauf que eux sont des consultants, donc ils apportent une analyse d'anciens joueurs. Mais oui, c'est un peu ça. Enfin, on est là pour apporter autre chose. Et sur le moment du but, en fait, c'est le premier derby que je commentais pour RMC. Et je me suis tellement verrouillé en me disant, il faut rester impartial, faut frustrer personne, Ouais. que bah oui, au moment du but, je suis content, mais c'est Jeannot qui commande d'abord. Bon, j'apporte ensuite dans les phrases suivantes un petit retour sur le but, sur la célébration. Je fais les conférences de presse, zone mixte, je fais mon papier destiné à la matinale du lendemain et je vais me coucher avec cette espèce de verrou non-stop que je me suis mis toute la journée en me disant, parce que enfin, moi, le derby, ça me bouffe pendant une semaine avant. Hein, je commence à y penser, à avoir mal au bide une semaine avant. Et c'est le matin, quand je me suis réveillé, que je me suis dit, putain, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que je crois que la célébration du but, je l'ai eu le lendemain matin en me réveillant parce que ça y est, le boulot était fini et je pouvais me déverrouiller et je pouvais laisser libre cours à mon sentiment de supporter, à redevenir le Timothée supporter et à plus être le Timothée journaliste. Et vraiment, je me revois me réveiller chez mes parents le lendemain de ce match et me relever dans mon lit et me dire putain, mais c'est énorme, quoi. Et me repasser le but dans ma tête et lire l'équipe et machin, et voilà, et profiter comme un supporter. Ouais, le supporter reprenait le dessus après la soirée. Ok, bah super intéressant.
La prochaine question, je pense que tu as un peu répondu. Donc, alors, ça va être 3-4 questions qui vont un peu résumer tes années de suivi de la SSE. Voilà, pour avoir quelques idées sur, par exemple, l'entraîneur le plus agréable à suivre, celui à qui tu as tissé le plus de liens. Je pense que tu y as répondu précédemment avec Christophe Galtier, je pense. Oui, oui, oui. Moi, bah, j'ai connu Rousset, Perrin, Galtier, et puis tous les suivants. Jean-Louis Gasset était quelqu'un de très, très sympathique, mais à ce moment-là, j'étais déjà à RMC, donc moins au jour le jour avec le club, même si bon, j'ai un club quand même que je suis très près, donc il est arrivé de le côtoyer. Mais oui, c'est évidemment Galtier. Bon, après, il y a l'histoire de la durée aussi, hein. Il y a passé 9 ans. Moi aussi, ça a joué. Et puis bon, tout le monde le voit, même les journalistes. Quand Saint-Étienne se déplaçait, nous disait mais putain, mais c'est tellement un bon client, Galtier. Voilà, et c'est vrai qu'il avait un côté assez séducteur avec la presse. Il était très avenant. Non, non, puis c'était pas fin. Hein. C'est un bon mec. C'est pas un tordu. Et il y en a quand même beaucoup des entraîneurs un peu Calimero et tout ça. C'était pas le cas de Galtier. Donc oui, c'est clairement Galtier avec qui j'ai préféré Travailler. travailler. D'accord. Donc après l'entraîneur, le joueur avec qui tu as préféré travailler, le plus agréable à suivre quand tu étais au jour le jour à l'ETRA et en suivi de match, etc. Le mec le plus normal, Ouais, c'était Jean-Pascal Mignot. Voilà, moi je fais pas trop de copinage dans le foot et c'est une des rares personnes avec qui il m'est arrivé d'aller manger. Et si je retourne dans la région d'Auxerre, avec qui je vais manger avec plaisir, un vrai gentil, un vrai bon mec, un vrai mec sain. Voilà. Après, il y a eu plein de mecs. Fainduno, hyper souriant, Aubameyang, hyper cool aussi, Fabien Lemoine aussi était un joueur très 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 sympathique. Voilà, il y en a eu quelques-uns, mais Sanogo était un mec très sympa aussi. Monsoro, Gomis aussi, sympa, respectueux. Voilà, mais il y en a beaucoup, hein, des mecs sympas, la tête de con du footballeur tête à claque, c'est malheureusement l'image qu'a le grand public, mais c'est une infime minorité. Voilà. Après, celui avec qui j'ai noué des rapports un peu au-delà du rapport journaliste, ouais, c'est Mignot et Jeannot. Voilà. d'accord. Ok. Le joueur enfin, qui t'a le plus impressionné. Voilà, tu le voyais à l'entraînement, tu te disais, ah ouais, d'accord. Je sais que Pascal Fainuno revient souvent, mais c'est intéressant, toi qui as suivi l'équipe et Bah, qui a. Pascal Feindolo, il était impressionnant en match. J'ai toujours dit, tu sortais d'un mauvais 0-0 de Saint-Étienne contre Lorient. Tu avais toujours gagné ta soirée parce que Feindouno était là et qu'à un moment ou un autre, il avait inventé un contrôle, un geste, un contrôle orienté et rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Donc oui, Feindouno, c'est une évidence. Moi, j'ai beaucoup aimé Guarin. Ouais, J'ai beaucoup aimé Guarin, qui, avec tout le déchet qu'il avait à l'époque où il était à Saint-Étienne, me semblait être un joueur au-dessus, euh, au-dessus du lot. L'anté-Guarin, c'est-à-dire beaucoup moins physique, mais beaucoup plus intelligent, beaucoup plus propre. Il y a eu Machado, qui était quand ouais. même un sacré joueur. Voilà. Après, quand tu me parles de ça, j'ai en tête Marek Heinz, par exemple, des séances de coups francs de Marek Heinz, c'était quand même assez précis, quoi. Il y avait pas beaucoup de déchets. D'accord. Bon, il y a un beau duel en termes de tireurs de coups francs entre Paolo Machado et Marek Heinz, d'ailleurs. Ouais. Très bon tireur. Et enfin, l'équipe la plus séduisante, c'est-à-dire l'équipe voilà, où tu as pris que tu pris le plus de plaisir à voir jouer sur une saison. Bah, en fait, oui, probablement l'équipe de 2013, celle qui gagne la Coupe de la Ligue, parce que c'est l'émergence d'Aubameyang vraiment au top de son top en France. Gradel est excellent, il y a un milieu de terrain qui fait le boulot, mais je trouve que c'est difficile de sortir une année dans cette période Galtier, on va dire. Galtier, Jérémy Clément, Coad, Lemoine,
voilà, Gradel. En fait, il y avait une espèce de structure avec des joueurs qui sont venus s'ajouter, d'autres qui sont partis. Mais cette équipe-là de Saint-Etienne, on va dire de 2010 à 2013, qui a pas énormément évolué pendant cette période. Elle était belle. Elle était belle. Voilà, je trouve que moi, j'ai toujours aimé Bayal humainement et sportivement. C'est un joueur qui était sympa à avoir joué, qui avait probablement ses limites, mais qui avait des qualités physiques au-dessus du lot. Et voilà. Ouais, ok. Bah, c'est vrai que c'est les années durant lesquelles l'équipe était le plus à l'image de ce que recherchent les Stéphanois en termes d'état d'esprit, de solidarité. Ouais. Je te demande une seconde. Ouais, bien sûr.